Et en même temps, je vous mets des images que j'ai retrouvées aussi, des photos pendant que je vais citer. Je vais citer Kafka maintenant. Donc maintenant, c'est un autre point de vue. C'est vraiment, je vous cite, sans trop les commenter. Bon, je commente un peu, mais des avis entièrement différents sur ce qu'est ou ce que n'est pas le sionisme et ce qu'est ou ce que n'est pas l'antisionisme. Ça, c'est des images d'époque de jeunes sionistes. Voilà, je vous le mets avant de commencer, avant de vous citer Kafka. Vous voyez, c'était des jeunes combattants de l'Irgun, enfin je ne sais pas exactement. Ça fait partie de l'idéal sioniste aussi, des juifs qui se défendent contre leurs agresseurs et contre ceux qui veulent les tuer et qui veulent les détruire. Vous voyez, j'aime bien cette photo parce qu'on voit le beau regard amoureux de ces deux jeunes. Je pense que c'était avant la création de l'État d'Israël, donc je ne sais plus de quand elle date. J'ai trouvé sur Wikipédia aussi, il me semble, cette photo. Je ne sais pas si c'est dans un kibbutz ou ailleurs, enfin peu importe. Voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est aussi ça l'histoire du sionisme. Ce sont aussi des histoires d'amour. Alors, je continue avec Kafka. Vous voyez, vraiment, je mets le pour et le contre, je mets la qualité des intervenants. Évidemment, là, on remonte immédiatement dans la génialité pure. Ils discutent, c'est dans les conversations avec Janouch. Et voilà ce qu'explique Kafka à Gustave Janouch. Le nationalisme juif, écrit Kafka, dit Kafka, rapporté par Janouch, c'est la cohésion sévèrement maintenue parce qu'imposée de l'extérieur d'une caravane qui traverse dans la nuit un désert glacé. La caravane n'a pas le dessein de conquérir quoi que ce soit. Elle veut seulement atteindre un pays bien protégé, qui donnerait aux hommes et aux femmes de la caravane la possibilité de faire épanouir librement leur existence d'êtres humains. La nostalgie que les Juifs ont d'une patrie n'est pas un nationalisme agressif, s'emparant rageusement des pays d'autrui faute d'avoir trouvé en soi-même et dans le monde une patrie véritable, et parce qu'au fond ils seraient incapables en fait de faire reculer le désert. Alors, Janouch l'interrompt, il dit « Vous pensez aux Allemands ?» Et Janouch continue « Kafka garda d'abord le silence, puis il mit la main devant sa bouche en tout sautant et dit d'une voix lasse « Je pense à tous les groupes humains avides de butin qui dévastent le monde et, s'imaginant accroître la sphère de leur pouvoir, ne font que restreindre leur humanité. Le sionisme, en comparaison, n'est qu'un tâtonnement laborieux pour retrouver ses propres lois d'homme. » C'est une des plus belles définitions qu'on puisse donner du sionisme, et inutile de vous dire, elle est d'un des plus grands génies du XXe siècle, Franz Kafka, et inutile de vous dire que j'y adhère à la virgule près, et mot à mot. Et maintenant, en contradiction avec Kafka, une autre citation, je vous montre l'article d'où elle est tirée, c'est un texte, j'en ai parlé tout à l'heure, un texte d'Hannah Arendt, donc ça m'intéresse aussi parce que c'est un point de vue d'une juive qui a été, d'une intellectuelle juive qui a été d'abord sioniste et qui a adhéré d'abord aux sionistes ou aux thèses sionistes et qui l'a critiqué à un moment de manière assez virulente en 1944. Je vais vous expliquer dans quel contexte. Voilà, je vous mets juste la photo du début. On peut le trouver aussi en anglais en ligne, dans la version originale. Elle l'a écrite en anglais, ou en tout cas elle l'avait traduite en anglais. C'était en 1944, donc Hannah Arendt était déjà aux États-Unis. Ça s'appelle Le sionisme revisité, ou révisé, ou réexaminé. Et on trouve ce texte en français, pour ceux que ça intéresse, dans le recueil de Hannah Arendt, qui s'intitule Auschwitz et Jérusalem. Voilà. Et donc, plutôt que je préfère citer Hannah Arendt que citer des antisionistes prestigieux comme Deleuze et Genet, ou notoires comme Chomsky ou Badiou aujourd'hui, parce que c'est un texte qui date d'octobre 1944 et qui a été refusé par la rédaction du magazine juif auquel elle le destinait, Commentary, ce qui était une revue juive américaine, sous le prétexte que c'est ce qu'ont rétorqué les rédacteurs de Commentary, les directeurs de Commentary à Hannah Arendt pour justifier leur refus de son texte. Il recèle trop d'implications antisémites. Non que vous les ayez sciemment mises, mais un lecteur malveillant pourrait fort bien les en déduire. Alors, avant de lire quelques extraits de ce texte, donc point de vue plutôt antisioniste de la part, critique du sionisme, pour dire les choses plus exactement, de la part de la grande Hannah Arendt.
Il faut dire que le cas des relations de Hannah Arendt avec le sionisme est compliqué. Et si ça vous intéresse, je vous signale une excellente étude qui est parue en 2004, qu'on trouve en ligne, par Pierre Bourthez, qui s'appelle « Hannah Arendt et le sionisme, : Cassandre au pied d'argile », dans la revue Raison politique. Et je pense que j'ai envoyé le lien dans la dernière lettre d'information. Donc voilà, allez voir si ça vous intéresse d'examiner de près les rapports de Hannah Arendt et le sionisme. Alors dans ce texte de 1944, le sionisme revisité, ou révisé, ou reconsidéré, Arendt marque sa rupture avec les dirigeants sionistes, auxquels elle fait porter la faute de la mésentente entre les Juifs et les Arabes en Palestine. Donc elle dit que c'est la faute des sionistes s'il y a une mésentente entre les Juifs et les Arabes en Palestine. Et il y aura une polémique assez fameuse aussi avec son ami Gershom Scholem, qui, lui, vit en Palestine depuis 1923, et qui a longtemps désiré, comme Martin Buber et comme d'ailleurs beaucoup d'autres sionistes pacifistes, une entente juste et pérenne avec les Arabes, qui connaît bien, 2 secondes, j'ai pas terminé, je termine ma phrase, qui connaît bien, beaucoup mieux qu'elle, évidemment, la situation, et j'examinerai en détail, lors de mes séances, pourquoi cette entente ne s'est jamais faite entre les Juifs et les Arabes. Elle n'a jamais pu se faire, on verra pourquoi. Et donc il connaît bien mieux la situation qu'Arendt, et laquelle, avec toute son intelligence, elle n'y comprend apparemment rien. Ou en tout cas, elle a une interprétation qui est complètement imaginaire des choses. Bon, je ne vais pas le démontrer aujourd'hui, je veux juste vous faire entendre la voix d'Hannah Arendt, mais Gershom Scholem le lui a très sérieusement reproché lorsqu'il discutait, par exemple, de leur, ami commun, Walter Benjamin. Je donne juste un exemple avant de vous citer encore son texte, c'est que bon. Voilà un exemple des reproches que fait outranciers que fait Arendt aux sionistes. Elle écrit dans ce texte, alors que les révisionnistes étaient violemment critiqués par d'autres sionistes. Bon, il y a les sionistes révisionnistes, j'expliquerai de quoi il s'agit. Sont des courants dans le sionisme, alors que les révisionnistes étaient violemment critiqués par d'autres sionistes pour avoir entamé des négociations avec le gouvernement polonais antisémite d'avant-guerre, en vue de l'évacuation d'1 million de juifs polonais, afin de gagner le soutien de la Pologne aux demandes sionistes extrêmes devant la Société des Nations, demande extrême, dit-elle, et d'exercer ainsi une pression sur le gouvernement britannique, les sionistes généraux eux-mêmes étaient en contact permanent avec le gouvernement d'Hitler en Allemagne au sujet de l'affaire du transfert. Donc elle reproche aux sionistes généraux, qu'appellent les sionistes généraux, Ben Gurion et les autres, d'avoir eux-mêmes fait des reproches aux sionistes révisionnistes, c'est-à-dire le mouvement de Zev et Jabotinsky, d'avoir très pragmatiquement tenté de négocier avec le gouvernement polonais antisémite, et dit les sionistes généraux ont fait la même chose avec le gouvernement d'Hitler. Et à ce sujet, Scholem la tensera vraiment, parce que c'est imbécile comme remarque, comme reproche, en lui faisant reconnaître, qui est souvent utilisé d'ailleurs par les idéologues antisionistes, à savoir, oui, les sionistes ont pactisé aussi avec les nazis. Ils sont entendus avec les nazis. Et ça ira jusqu'à dire que les sionistes étaient contents qu'on persécute les juifs en Allemagne nazie, parce que ça leur faisait des mouvements migratoires qui allaient dans le sens de leur cause. Ça, c'est des propos qu'on entend très régulièrement tenus par des militants antisionistes. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est un argument qui est utilisé par Hannah Arendt, et Gershom Scholem, dans leur polémique fameuse, je vous le redis, lui fera reconnaître que si elle et lui avaient dû trouver un accord avec la Gestapo, sont tous les deux des juifs allemands, des juifs très intégrés en Allemagne qui ont dû fuir les persécutions en Allemagne, évidemment, antisémites, que si, lui a dit Scholem, toi et moi on avait dû trouver un accord avec la Gestapo pour sauver Walter Benjamin qui était entre leurs mains, on l'aurait fait immédiatement. On serait accordé avec les Gestapo en échange d'argent ou de quoi que ce soit pour sauver Walter Benjamin. Bon, évidemment, elle n'avait rien à répondre à ça parce que c'était une évidence. Et bien c'était pour lui dire, ce qu'ont fait les sionistes, c'est exactement la même chose. Ils ont tout tenté pour sauver nos frères persécutés par les nazis. Voilà, j'ajoute enfin, avant de vous lire encore le passage de ce texte, que Arendt, apparemment, lorsqu'elle écrit ce texte en 1944, et c'est très étrange d'ailleurs, elle ignore tout de la Shoah. Auschwitz ne sera libéré par les Russes qu'en janvier 1945, parce qu'elle n'y parle que de la catastrophe de 1933. Elle évoque jamais la tentative d'extermination des Juifs, comme si elle ne le savait pas. Elle le sait probablement pas, ou alors elle veut pas en parler. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout le cas des Juifs de Palestine, qui sont au courant de l'extermination en cours dès novembre 1942, comme le rappelle Georges Bensoussan. Le 22 novembre 1942, écrit Georges Bensoussan,
toujours dans ce même... non, c'est dans un autre texte qui s'appelle « Un nom impérissable, Israël, le sionisme et la destruction des Juifs d'Europe », un texte qui est paru au Seuil. Il écrit, Bensoussan, le 22 novembre 1942, l'exécutif de l'agence juive reconnaît pour la première fois explicitement que l'Allemagne nazie ne procède plus à des tueries sporadiques, mais à un génocide. Dès le lendemain, la presse du Yishuv, donc de la communauté juive installée en Palestine, qui ne s'appelle pas encore Israël, bordée de noir, publie le communiqué de l'agence juive qui évoque, ouvrez les guillemets, c'est le titre du communiqué, l'extermination systématique des Juifs d'Europe. Donc en Palestine, on le sait, au moins en Palestine, on le sait en 1942, dès 1942. Elle, en 1944, apparemment, elle n'en parle pas, elle l'ignore intégralement. Et elle fait des reproches aux sionistes, comme aux dirigeants sionistes, comme si ça n'avait pas lieu. Pendant que je vous lis le texte, un extrait du texte d'Arendt, encore une autre petite photo d'une soldate sioniste de l'époque, voilà, que j'ai trouvé sur internet, j'aime bien les... c'est mon travers, j'aime bien les combattantes. Qu'elles soient juives ou pas d'ailleurs, ça peut être dans d'autres conflits, mais les femmes combattantes, je les trouve valeureuses et dignes d'admiration. Encore une autre image. Pareil, d'une jeune juive défendant, est-ce que ça paraît là, défendant le Yishuv. Voilà. Je ne sais pas de quand exactement datent toutes ces photos, je crois que c'est un peu avant la création de l'État d'Israël, j'ai oublié de vérifier, mais ça peut être entre les années 30, 40 et peut-être même après la création d'Israël, peut-être un peu avant, peut-être les années 20. Voilà. Vous voyez, c'est pas du théâtre, hein, c'est des photos réelles. Alors là, non, là c'était une commandante de la Haganah, donc de l'armée, la pré-armée de défense juive avant la création d'Israël, qui montre à ses soldats comment on utilise ce type de fusil. Voilà, c'est une démonstration faite, c'était la légende de la photo. Vous voyez, je vous montre ces photos-là parce que c'est important de voir aussi à quoi ressemblaient les jeunes juifs installés en Palestine, émigrés ou nés. Bon, eux n'étaient pas nés en Palestine, pas encore, mais installés en Palestine. Ils étaient tous habillés comme ça. Il y avait d'abord une égalité de traitement parfaite très fréquemment entre les hommes et les femmes. Ça, c'était un des piliers de l'idéologie sioniste dans les années 20 dans le monde. Et ils étaient habillés évidemment comme ça, c'était des gens magnifiques, habillés en short et d'une manière pas du tout conforme aux manières de s'habiller et aux manières dont s'habillaient les femmes dans la région, ce qui choquait parfois profondément les villageois arabes ou les bédouins ou les musulmans qui vivaient parmi eux ou avec eux ou qui les côtoyaient. Voilà, c'était aussi une des raisons parfois des conflits entre les juifs et les musulmans. C'est la manière de s'habiller des femmes juives en Eretz Israël, donc au début du sionisme. Pour vous dire que ces questions-là sont pas nouvelles, hein, des questions des vêtements et de la manière dont doit s'habiller ou ne pas s'habiller une femme. Voilà, maintenant je vous cite vraiment Hannah Arendt, c'est là que je voulais en venir, pour vous montrer une analyse, voilà, une analyse plus ou moins honnête, mais en tout cas rationnelle, argumentée, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, mais peu importe, antisioniste de la part d'Hannah Arendt. Ainsi, le mouvement national juif social-révolutionnaire, qui prit son essor il y a un demi-siècle, donc elle écrit ça en 1944, elle veut dire au tout début du XXe siècle, avec des idéaux si élevés qu'il en oublia les réalités du Proche-Orient et la méchanceté générale du monde, en est-il arrivé, comme la plupart de ces mouvements, à soutenir sans ambiguïté des revendications non seulement nationales, mais même chauvines, non pas contre les ennemis du peuple juif, mais contre ses amis potentiels et ses actuels voisins. Et un peu plus loin, elle écrit « Cette juxtaposition n'a pas réussi à constituer un amalgame, puisqu'il revendique le socialisme pour les affaires intérieures et le sionisme nationaliste pour les affaires étrangères. La conséquence en est la situation actuelle entre juifs et arabes. » Donc pour elle, vous comprenez, la situation conflictuelle, explosive entre juifs et arabes est la conséquence de l'incohérence du mouvement sioniste qui revendique, dit-elle,
le socialisme et l'égalité de tous et de toutes à l'intérieur de la Palestine, pour les affaires intérieures plutôt, et ce qu'elle appelle un nationalisme, qu'elle confond intégralement avec les nationalismes européens autres, pour les affaires étrangères. Tout cela est très discutable dans le mot à mot, etc., mais c'était pour vous faire entendre la voix de Hannah Arendt. Allez, une dernière photo, j'en avais préparé quelques-unes à vous montrer.